La 12e nuit de manifestation en Iran s'est transformée en point de non-retour que le régime de Khamenei ne pourra sans doute plus franchir. Et l'affaire ne se joue pas sur les barricades de la capitale, ni dans les portraits d'ayatollahs qui brûlent dans les rues de Téhéran. Le coup fatal vient d'ailleurs, là où on l'attendait le moins, du cœur industriel du pays, de ses ports et de ses derricks qui nourrissent le régime depuis des décennies. Bandar Abbas et Havas. Deux villes dont la plupart des gens ignorent jusqu'à l'existence. Pourtant, c'est là que se joue aujourd'hui le destin de tout un État. Car lorsque les dockers et les pétroliers débraient, lorsqu'ils ne se contentent plus de manifester mais coupent physiquement les artères qui irriguent le régime, ce n'est plus une révolte, c'est une exécution. Imaginez une ville par laquelle transitent 85% de tous les flux de conteneurs du pays et 70% de son commerce extérieur. Maintenant, imaginez que cette ville cesse d'obéir au pouvoir central. Pas progressivement, pas par la voie de négociations politiques, mais brutalement, en l'espace d'une nuit, sous la poussée d'une foule en colère. Les images qui circulent sur les réseaux sociaux, impossibles désormais à contrefaire ou à démentir, montrent un tableau qui ferait frémir n'importe quel stratège. Les manifestants contrôlent les postes de douane. Ils ont bloqué les principales artères de transport. Les forces de sécurité, elles fuient. Littéralement, elles arrachent leurs uniformes et se fondent dans la population civile, parce qu'elles ont compris que les ordres venus de Téhéran ne valent plus rien face à un mur de milliers de personnes qui n'ont plus rien à perdre. Sur les grues portuaires flottent des drapeaux ornés du lion et du soleil, symbole de l'Iran d'avant 1979. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est une déclaration publique de changement de pouvoir. Lorsque les ouvriers hissent ces étendards à des dizaines de mètres de hauteur, ils annoncent au monde entier « Ici, les mollahs ne commandent plus ». Voyons maintenant les chiffres qui transforment cette rébellion locale en catastrophe nationale. Les navires attendent au mouillage en pleine mer. Ils ne peuvent ni charger ni décharger. Les importations alimentaires? Arrêtées. Les matières premières industrielles? Bloquées. L'équipement technique destiné aux forces de sécurité? Coincé quelque part entre le golfe Persique et des entrepôts qui n'obéissent plus à personne. Le régime a installé sa principale base navale précisément ici, à Bandar Abbas. Perdre cette ville ne signifie pas seulement un effondrement logistique, c'est perdre l'accès à la mer, perdre sa présence dans les eaux internationales, perdre son statut de puissance régionale. Et aujourd'hui, cette ville ne tient qu'à un fil. Si Bandar Abbas représente les poumons du régime, Havas en est le cœur. 80% des réserves pétrolières iraniennes se concentrent dans la province du Khouzistan. 4 millions de barils de pétrole par jour. Ce n'est pas qu'un chiffre dans des rapports économiques, c'est la seule source d'argent réel qui permet au régime de payer les gardiens de la révolution, les milices Basij, tous ces groupes supplétifs du Liban au Yémen. Et voilà que les ouvriers des raffineries disent « Quote à zéro ». Ils ne se contentent pas de faire grève dans les bureaux administratifs. Ils arrêtent la production, ferment physiquement les vannes, sabotent l'équipement. Les vidéos en provenance d'Havas montrent des ateliers déserts, des turbines éteintes, des manifestants devant les entrées d'usines considérées pendant des décennies comme des sites intouchables du régime. Il y a une autre dimension qui rend la situation particulièrement explosive. La population arabe du Khouzistan subit depuis des années la discrimination de la majorité persane et du régime. Conditions de travail déplorables, salaires misérables, absence d'investissement dans la région qui nourrit tout le pays. Tout cela s'est accumulé pendant des décennies. Et aujourd'hui, cette colère accumulée se conjugue avec une compréhension stratégique. Si nous arrêtons le pétrole, nous arrêtons tout le régime. Quand l'argent cesse de circuler, la loyauté disparaît. C'est la loi d'airain de toute dictature. On peut tenir les gens par la peur, par l'idéologie, par le nationalisme, mais au bout du compte, tout se résume à l'argent. Pas d'argent pour payer les hommes de main, pas d'hommes de main. Pas d'argent pour armer les supplétifs en Syrie, pas de supplétifs. Pas d'argent pour acheter les élites, pas d'élites prêtes à défendre le régime. Imaginez donc, la production pétrolière s'arrête. Le port est fermé. D'où le régime va-t-il tirer son argent? Imprimer des rials qui valent déjà moins que du papier toilette? Vendre des réserves d'or depuis longtemps épuisées? Quémander auprès de la Russie et de la Chine, qui respirent elles-mêmes à grand-peine?
Prenons maintenant du recul par rapport aux rues en flammes pour observer le tableau d'ensemble. Car ce qui se passe en Iran n'est pas un événement local. C'est l'effondrement de l'un des piliers de cette fameuse multipolarité dont on parle tant à Moscou et à Pékin. Le corridor de transport nord-sud, l'INSTC. La Russie a bâti ce rêve pendant des années. Cette route de la mer Caspienne au golfe Persique, en passant par l'Iran, devait permettre de contourner les sanctions, de commercer avec l'Inde, d'assurer la logistique militaire. Poutine l'appelait la porte du Sud. Et voilà cette porte qui se referme brutalement. Pas à cause de nouvelles sanctions occidentales, pas parce que quelqu'un a bombardé les routes, mais parce que le peuple iranien les a tout simplement bloquées avec des barricades. Pour Moscou, ce n'est pas qu'une perte commerciale. C'est une catastrophe militaire. L'artère logistique, qui alimentait la machine de guerre russe, vient d'être sectionnée. Et le pire pour le Kremlin, ils ne peuvent rien y faire. Absolument rien. Regardons maintenant vers l'Est, vers Pékin. L'initiative chinoise, Nouvelle route de la soie, au Moyen-Orient, reposait sur l'Iran comme point d'ancrage. Accord stratégique sur 25 ans, investissement de plusieurs milliards dans les infrastructures et l'énergie. Tout cela devait garantir à la Chine l'accès à du pétrole bon marché et un transit stable vers l'Europe. Et maintenant, ces milliards s'évaporent sous nos yeux. Les investissements deviennent des actifs toxiques. Et surtout, la sécurité énergétique de la Chine vacille. 4 millions de barils par jour ne se remplacent pas d'un claquement de doigts. Le Venezuela sous sanctions. La Russie elle-même à bout de souffle sous les restrictions. L'Iran était le dernier bastion, et le voilà qui s'écroule. Et voici le plus intéressant. Où est la Russie? Où est la Chine? Où sont tous ces discours sur le partenariat stratégique, la lutte contre l'hégémonie occidentale, le soutien mutuel entre régimes autocratiques? Silence. Un silence assourdissant. Et ce silence en dit plus long que n'importe quelle déclaration officielle. Car l'alliance des autocrates n'est pas une union fondée sur des convictions. C'est un mariage de raison. Ils s'unissent non par amour les uns pour les autres, mais par peur d'un ennemi commun et par intérêt partagé. Et quand le navire coule, les capitaines sont les premiers à prendre place dans les canaux de sauvetage. La Russie? Poutine a déjà ses propres problèmes jusqu'au cou. Son armée se fait broyer dans le hachoir ukrainien. L'économie tient à peine sous les sanctions. Moscou n'a ni troupes disponibles pour sauver Khamenei, ni argent pour financer la répression des manifestations, ni capital politique pour s'engager dans un nouveau conflit. La Russie ne peut qu'observer impuissante depuis les fenêtres du Kremlin l'effondrement de son partenaire stratégique. Et comprendre que si l'Iran tombe, son flanc sud sera totalement exposé et sa présence en Syrie logistiquement coupée. La Chine, encore plus pragmatique et froide. Pékin lutte contre sa propre crise immobilière, la stagnation économique, les problèmes d'endettement intérieur. La dernière chose dont Xi Jinping ait besoin, c'est d'investir du capital politique et financier dans un navire qui coule. Pour la Chine, l'Iran était un actif, source de pétrole bon marché, point de transit. Mais un actif qui devient instable, qui plonge dans la guerre civile, qui peut s'effondrer à tout moment, ce n'est plus un actif. C'est un passif toxique. Et Pékin débranche simplement l'appareil de survie. Le silence de Moscou et de Pékin constitue le signal le plus clair pour le régime de Khamenei. Vous êtes seul. Personne ne viendra vous sauver. Vous vous débrouillez. Et nous voici face au pire cauchemar de tout autocrate. La réaction enchaîne. Vous vous souvenez du Quote 3 ? L'étincelle en Tunisie a embrasé l'Égypte, la Libye, la Syrie. Un régime qui tombe provoque la chute du suivant, parce que les peuples voient, c'est possible. On peut descendre dans la rue, on peut ne plus avoir peur, on peut gagner. Quant au dictateur, ces cris résonnent aujourd'hui dans les rues de Téhéran. Et si demain ils trouvaient un écho à Moscou, à Minsk, à Pékin, c'est précisément ce courage contagieux que redoutent tous les autocrates du monde. Car le peuple iranien affronte à main nue les chars des gardiens de la Révolution. Et cela détruit le mythe de la toute-puissance de l'appareil d'État. 1979 a donné naissance au modèle de totalitarisme théocratique en Iran. Cette révolution avait alors bouleversé tout l'équilibre régional, créé une nouvelle menace pour l'Occident, déclenché des décennies de guerre par procuration et de terrorisme. Aujourd'hui, le balancier revient en arrière.
Ce que nous observons en janvier 2026, c'est la revanche de 1979. Mais cette revanche peut changer bien plus que l'Iran. Elle peut reformater tout l'équilibre mondial des forces. Pendant des années, le régime a raconté à son peuple le conte de « l'économie de résistance ». Nous tenons bon, disait-il, malgré les sanctions occidentales, malgré la pression, malgré l'isolement. Mais ce que nous voyons maintenant, ce n'est pas de la résistance. C'est un effondrement systémique total. L'aveu du président Pezeshkian, selon lequel « celui qui a pris le dollar l'a mangé » n'est pas qu'une formule malheureuse. C'est la confirmation officielle de la faillite de l'État. Le peuple ne veut plus de réformes, ne veut plus de changements cosmétiques, ne veut plus de nouvelles promesses. Il veut débrancher la prise de tout ce système. Et le pire pour le régime, c'est que cela se produit simultanément à tous les niveaux. Les pétroliers font grève, les dockers font grève, la police déserte, les commerçants baissent leurs rideaux. Plus de 111 villes dans 31 provinces sont touchées par les manifestations. Ce ne sont plus des troubles localisés, c'est un soulèvement populaire coordonné. Même Meshed, ville sainte du régime, ville natale de Khamenei, ville qui a toujours été considérée comme le bastion du conservatisme et de la religiosité, même là, les foules crient « Ce pays ne deviendra pas une patrie tant que les mollahs ne seront pas enterrés ». Quand le bouclier religieux du régime est percé dans son sein des saints, c'est la fin. Et voilà qu'entre en jeu un facteur extérieur que beaucoup sous-estiment. L'avertissement clair et brutal de Donald Trump, Kot Yasin. Ce n'est pas de la simple rhétorique diplomatique. C'est une arme psychologique qui fonctionne simultanément sur deux plans. D'abord, elle galvanise les manifestants. Le peuple voit, le monde est avec nous. Une superpuissance nous soutient. Nous ne sommes pas seuls. Cela donne du courage, dissipe la peur, transforme des protestations dispersées en un mouvement uni avec le sentiment d'un soutien international. Ensuite, et c'est encore plus important, elle paralyse les forces de sécurité. Les généraux des gardiens de la Révolution, les commandants des Basij, les officiers de police commencent tous à se poser des questions. Et si je donne l'ordre de tirer, puis que Khamenei disparaît, que le régime s'effondre et qu'on me tienne pour responsable? Et si mon nom figure sur des listes et qu'on vient me chercher, si ce n'est aujourd'hui, dans un an? Ce vide décisionnel, cette seconde d'hésitation avant de donner l'ordre, vaut des milliers de soldats pour les manifestants. Quand les forces de l'ordre hésitent, doutent, commencent à penser à sauver leur peau, le régime a déjà perdu. Examinons maintenant la dimension régionale. L'Iran a passé des décennies à bâtir son empire de forces supplétives. Le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak, les restes du régime d'Assad en Syrie. Tout ce réseau reposait sur deux choses, l'argent et les armes venues de Téhéran. Et que se passe-t-il quand les ports sont fermés et que les revenus pétroliers se sont évaporés? Les flux financiers s'arrêtent. Les livraisons d'armes sont bloquées. Sans argent, pas de loyauté. Sans missiles, pas de menaces. En ce moment même, tout cet empire par procuration se trouve devant un choix. Trouver de nouveaux sponsors, qui n'existent pas, ou déposer les armes. L'effondrement économique de l'Iran fera tomber ces groupes comme des dominos. Et c'est peut-être le bouleversement géopolitique le plus important au Moyen-Orient depuis des décennies. L'appel du prince Reza Pahlavi depuis l'exil n'est pas qu'une belle histoire de retour de la monarchie. C'est le symbole que le peuple iranien veut corriger l'erreur historique commise en 1979. Il veut rejeter la théocratie, rejeter l'idéologie qui a enfermé son pays dans l'isolement international et la catastrophe économique. Les drapeaux au lion et au soleil qui flottent au-dessus des manifestations ne sont pas que de la nostalgie pour l'époque du Shah. C'est un choix en faveur du monde civilisé, en faveur d'un pays normal qui commerce, se développe, vit, au lieu de financer le terrorisme et de mener des guerres par procuration. Les foules de plusieurs millions de personnes à Téhéran et Mekhed ne votent pas dans des urnes. Elles votent avec leurs pieds, en descendant dans la rue malgré la menace de mort. Et ce vote possède une légitimité bien supérieure à celle de n'importe quelle élection truquée du régime. Les rumeurs selon lesquelles les mollahs prévoient de fuir à Moscou ne sont pas le début de la fin. C'est la fin elle-même. Quand les dirigeants du régime commencent à faire leurs valises, cherchent refuge à l'étranger, préparent des solutions de repli, c'est qu'ils ne croient plus eux-mêmes à leur survie.
Et cela crée un nouveau niveau de panique parmi ceux qui restent. Car si les dirigeants s'enfuient, qui répondra de tous les crimes du régime? Qui passera en jugement? Quels noms figureront sur les listes? Cette panique ronge le régime de l'intérieur, plus vite que n'importe quelle manifestation extérieure. Nous n'assistons pas simplement à des protestations, ni à une crise économique, ni à une instabilité politique. Nous assistons à un moment charnière, où le peuple de l'un des pays clés du Moyen-Orient a décidé de réécrire son destin. La révolution iranienne de 2026, si elle triomphe, entrera dans l'histoire comme le moment où s'est effondré l'un des derniers piliers de l'autocratie mondiale. Comme le moment où le bloc oriental a perdu une position stratégique sur l'échiquier. Comme le moment où un peuple a prouvé que même le régime le plus brutal peut être brisé à main nue si ses mains appartiennent à des millions de personnes. Les ports se taisent, les derricks se sont arrêtés, les drapeaux au lion flottent au-dessus des villes. Le régime cherche désespérément une issue qui n'existe pas. L'histoire s'écrit en ce moment même. Et la plume est dans les mains du peuple iranien.